Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des fonds patrimoniaux de la médiathèque d'Agen. Un fonds très riche, assez méconnu d'ailleurs, et qui comprend, enfin un fonds patrimonial, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui comprend de l'imprimé, des manuscrits, et ça couvre jusqu'aux années 1811, l'époque de la création de la bibliographie nationale, la bibliographie de la France. Donc, ça va regrouper manuscrits, incunables, les débuts de l'imprimerie et tout ce qui a été imprimé donc, jusqu'à fin 19e siècle. C'est un fonds qui a été, comme énormément de fonds en France, qui a été constitué à la période révolutionnaire où on a confisqué les biens des établissements religieux, des émigrés, des aristocrates émigrés. Sur Agen, on va dire que ça a commencé à la période révolutionnaire dans les années 1791-1792. On a rassemblé toutes les bibliothèques des établissements religieux, c'est-à-dire les Capucins, Cordeliers, Augustins, Carmes et établissements alentours. Des aristocrates immigrés, donc la famille du duc d'Aiguillon principalement, mais d'autres familles qu'on n'a pas encore réussi à identifier. Donc, je ferai peut-être un jour appel à vos compétences pour retrouver certains noms qui m'échappent. Et ensuite, on a rajouté à ce fonds patrimonial des dépôts de l'État, notamment les plus gros en 1909, après séparation de l'Église-État et confiscation d'établissements comme le Grand Séminaire ou l'évêché. Et enfin, des dons et des legs de particuliers, donc des bibliothèques privées rassemblées par des familles et qui constituent on va dire des fonds à part. Bon, pour l'histoire de la constitution du rassemblement des ouvrages pendant la période révolutionnaire, je vous renvoie à un excellent article de la Revue de l'Agenais de 1916 qui est une notice sur la bibliothèque municipale d'Agen par Victor Calvé, qui a été bibliothécaire. Donc, la composition de ces fonds. On a ce qui est ancien, donc comme ce que je vous ai dit, tout ce qui est de manuscrits imprimés jusqu'à 1810-1811, dont en gros 9500 volumes. Un très important fonds 19e siècle, c'est-à-dire moderne, donc les imprimés, donc 1812 jusqu'à 1900, 1910, en gros 8000 volumes. Alors cela pose un problème de conservation notamment parce que c'est l'époque où on passe du papier chiffon au papier cellulose de bois et donc ainsi du papier qui se conserve très très mal, ce qui pose à toutes les bibliothèques de la planète les mêmes problématiques de conservation et de restauration, le cas échéant. Et ensuite, donc, les fonds particuliers dont je vous parlais, les ouvrages qui proviennent de legs et ce genre de choses. Ceux-là ne sont pas intégrés à la collection courante. Si vous voyez un fonds ancien, vous avez en général, c'est comme les couches géologiques dans les terrains, vous voyez clairement, comme c'est classé par chiffres, enfin par numérique, vous avez la constitution des blocs qui se sont rajoutés, que ce soit un bloc provenant d'un établissement religieux, un autre bloc d'un autre donateur qui était spécialisé, et ensuite on progresse aussi chronologiquement. Les fonds particuliers, eux, restent cohérents et ne sont jamais fondus avec la collection courante. C'est la composition, en fait, vous avez aussi, voilà, jolie image, ça fait de très jolies étagères, hein, quand les reliures sont en bon état. Quelquefois, ils ont beaucoup vécu, ce sont de vieilles personnes, hein. Vous avez des reliures un peu dépenaillées, mais comme je dis, c'est pas parce que la reliure est moins belle, moins riche, que le contenu n'est pas plus intéressant. J'ai pour règle, voilà. Oui. Oh, ça c'est 18e. Là, oui, les petits fers dorés, sauf le rouge qui m'a l'air d'être une reliure du 19e, on a dû la rapetasser. Ça se faisait hein, quand la reliure soit n'était plus à la mode, soit était vraiment en très mauvais état, ben, on la refaisait, puis à la mode de l'époque. Et mon petit livre rouge que je vois au milieu, c'est pas parce la reliure est plus récente que le contenu n'est pas forcément. Ouais. Donc là, c'est vraiment du 18e siècle, des petits fers dorés.
Donc, la création des fonds patrimoniaux. 91, on confisque tout ce qu'on trouve. 92, on rassemble laborieusement. Donc, il y a toujours les anecdotes qu'on voyait ça par charrette entière, on paumait des volumes. Enfin bon, bref, c'était un peu à la va-vite. Donc, les premiers bibliothécaires se sont attelés à un travail de romain pour essayer de faire un inventaire qui tienne la route. Et comme à cette époque-là, on confisquait, mais le but, c'était quand même une éducation populaire et de constituer des bibliothèques pour le bien commun, on a constitué à partir de 1803 une bibliothèque communale. Donc destinée notamment aussi pour l'école centrale, pour l'enseignement, et puis aussi pour la population. Bon, les règlements étaient encore plus stricts, les livres étaient souclés, il fallait consulter, etc. Donc on a vu les provenances et les compositions. Voilà. Alors, on a un fonds très diversifié. Alors, l'avantage, c'est que provenance diverse et pas que du fonds religieux essentiellement. Ça va être mortel, tous ces établissements religieux à qui on confie des ouvrages, bon, de la théologie, de l'histoire, de la philosophie, etc. Oui, point trop quand même. Et on a des bibliothèques d'aristocrates, d'autres de récupération, et on se retrouve finalement avec des thématiques très, très variées qui balayent tous les domaines du savoir. Donc, plus on est proche de l'époque médiévale, bon, c'est pas trop varié, mais plus on progresse vers le XVIIIe siècle, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même énormément de thématiques. Vous allez trouver histoire, littérature, théologie, sciences, techniques, médecine, et même certains possesseurs, on sent qu'il y avait vraiment un métier ou une passion. Donc, le fonds Bernoux, par exemple, qui était ancien bibliothécaire, donc forcément, on va avoir des ouvrages, beaucoup de littérature. Le fonds Xavier de La Salle, qui a été journaliste, donc beaucoup de littérature, histoire, sociologie. Le fonds Louis Brock, nous avons les livres du docteur Louis Brock, donc médecine et beaux-arts, puisqu'il s'intéressait aux beaux-arts, puisque le musée conserve ses collections. Mais bien sûr, celui qui nous intéresse le plus, parce que c'est le plus riche et le plus varié, c'est le fonds des Ducs d'Aiguillon. Donc la bibliothèque d'Aiguillon, le migré, et c'est vraiment l'exemple parfait de la bibliothèque du siècle des Lumières. Donc là, vous avez les armes du duc, chevrons, etc. Et à côté, les armes de son épouse, qui est Louise Félicité de Bréant, de Plélo, donc famille bretonne, l'épouse du duc. Et donc, on a conservé sur les plats de quelques reliures donc les armes avec le foie de Bréant et puis le cri de guerre britann, qui est assez spectaculaire. Donc, la bibliothèque des Ducs d'Aiguillon, c'est un noyau parce que d'une part, les duchesses d'Aiguillon, donc la mère d'Emmanuel Armand, Anne-Charlotte d'Aiguillon, la mère, tenait salon littéraire à Paris. C'était une amie de Montesquieu qui lui montrait ses écrits, etc. Et donc, elle s'intéressait à énormément de choses. Elle traduisait aussi des ouvrages d'anglais en français à ses moments perdus. Donc, quelqu'un de très érudit. Du coup, sa bibliothèque s'en ressent. Donc, on a les apports de la bibliothèque de la duchesse ou du duc, donc de Madame de Plélo, enfin de l'épouse, et le fait qu'on soit en plein siècle des Lumières, donc tout ce qui commence à venir intéresser les gens, c'est-à-dire on est à l'époque de l'encyclopédie. Donc le duc s'est intéressé à tout, les sciences, la botanique, bon, histoire bien sûr, philosophie, mathématiques, zoologie, les récits de voyage qui étaient des best-sellers aussi, et aussi les loisirs. Vous allez trouver les pièces de théâtre à la mode, vous allez trouver des romans, les correspondances, les lettres de Madame de Sévigné, de la musique, puisque le duc donc avait, ses années d'exil à Aiguillon, il entretenait quand même, il avait un théâtre, il entretenait une troupe de musique, et donc il y avait un gros fonds de partitions qui sont maintenant aux archives départementales, un énorme fonds, très intéressant d'ailleurs. On a juste conservé une partition à la médiathèque, l'impromptu d'Aiguillon,
qui était dédié à sa maman. La partie loisirs est intéressante. Vous avez des jeux, vous avez des amusements récréatifs pour passer le temps, parce que bon, les soirées au château, hein, c'est hormis la duchesse qui avait créé un petit poulailler où elle élevait des pintades. Donc, dans son courrier, elle est super contente de son élevage de pintades. Elle écrit à ses amis. Je sais pas, je pense que ça correspond avec Marie-Antoinette au petit Trianon. On se rapprochait de la nature. C'était amusant. Voilà. Ça, vous le retrouverez. Il y a eu un colloque sur Aiguillon dans les années 2000, la revue de la jeunesse en effet l'écho. Et il y a eu beaucoup de publications sur la composition de la bibliothèque, notamment de livres de médecine. Le duc était assez malade du foie ou je ne sais quoi, donc il allait prendre les os. Il s'intéressait beaucoup à la médecine, du moins en son cas. Voilà. Donc ça, c'est le cœur est quelque chose de très intéressant qui complète la grande encyclopédie de d'Alembert et Diderot dont nous avons aussi une collection. Donc la monumentale est une édition que je qualifierais de poche, plus petite, qui ne vient pas de la bibliothèque des Ducs d'Aiguillon, mais qui probablement d'une autre source.